Je suis honoré et ému de me trouver dans cette situation particulière de candidat à la présidence de la République devant vous. Vous devinez peut-être pourquoi. Mais je voulais tout d'abord le souligner. Je connais la contribution de la franc-maçonnerie à la naissance et à la survie de la République française. Je devine, par connaissance de l'histoire, ce que devra nécessairement être sa participation dans un futur très proche à la défense de cette République au moment où elle entre, comme le reste du monde, dans la saison des tempêtes. Je sais que vous ne manquerez pas à vos traditions. Et je connais aussi, pour l'avoir mesuré moi-même du fait de bavardages incontinents qui m'ont attribué la rare qualité de maçon, de quelle haine la franc-maçonnerie est entourée lorsque les relations sociales et les relations entre les puissances se tendent. Vous aurez donc un poste exposé. C'est donc avec cet état d'esprit que j'entends le portrait qui a été fait de moi. Il est subjectif, et je le prends comme tel. Je l'apprécie puisqu'il me permet d'entrée de jeu de faire au moins de petites corrections, mais qui ne sont pas si petites que cela pour moi. La première concerne le rôle de la liberté individuelle. J'appartiens, avant toute chose, à la tradition philosophique des Lumières, dont je considère qu'elle est incarnée en politique, mais je n'y ramène pas tout mon engagement philosophique, par le socialisme révolutionnaire auquel j'ai adhéré depuis mon plus jeune âge, et dont j'ai cru tenir le fil de la continuité dans mes divers engagements, ceux de ma jeunesse étudiante dans le trotskisme, puis pendant 32 ans au sein du Parti socialiste, et dorénavant au Parti de gauche, dans la coalition du Front de gauche dont je suis le candidat à l'élection présidentielle. Enfant de la philosophie des Lumières, je plonge mes racines intellectuelles dans la tradition des libertins du XVIe siècle, et s'il fallait aller au-delà et avant, le long courant qui a traversé toute l'Antiquité jusqu'à ce merveilleux Ve siècle avant notre ère, où la démocratie elle-même et la philosophie naissaient dans la Grèce antique. C'est à cela que je me rattache, et par conséquent, le primat de ma pensée politique, c'est la liberté de conscience. La liberté individuelle, de quoi se découlent toutes les autres vertus qui peuvent ensuite être mises au service du collectif humain. Je n'ai donc rien à voir avec ceux qui apportent d'une quelconque manière des restrictions à la liberté individuelle. Et c'est à tort, par caricature et du fait des polémiques dans lesquelles je suis moi-même inscrit, qu'on m'attribue des sympathies qui ne sont pas les miennes. Que ce soit à l'égard du régime cubain, dont je n'ai jamais proposé qu'il soit étendu à qui que ce soit, mais dont j'ai voulu, pour l'honneur des miens, les militants de gauche, persécutés dans toute l'Amérique du Sud, qui ont trouvé un refuge à Cuba, qui ont été soignés et parfois armés quand il fallait l'être, ne jamais céder à la meute de ceux qui aboyaient. Et j'ai demandé qu'avant toute chose et avant de discuter de quoi que ce soit s'agissant de Cuba, on commence par libérer Cuba de l'odieux embargo qui l'étrangle depuis plus de 40 ans. Et à ce motif, je me suis vu tout d'un coup transformé en admirateur et en supporter d'un régime que je ne propose pas aux Français. De la même manière, je n'ai rien à voir avec la politique du Parti communiste chinois. J'ai plaidé au contraire pour que ma patrie, loin de s'en remettre à l'intercession des États-Unis d'Amérique pour organiser le monde, qui a le privilège d'un dialogue singulier avec la République populaire de Chine. Ma patrie et l'Union européenne est un dialogue direct et organisé avec la Chine pour réguler les échanges destructeurs qui aujourd'hui emportent une partie de notre industrie. Je tiens ma thèse
Et j'ai vu dans les événements depuis des déroulements inouïs où l'on est allé chercher en Chine des capitaux qui, paraît-il, manquent ici. Et où on a demandé, lorsqu'on est l'Union européenne, 25% du PIB mondial, le secours de la Chine populaire et communiste, qui est le 10% du PIB mondial. 25% d'un côté, 10% de l'autre. Le revenu par tête en Chine est le 70e du monde. Celui des Grecs est le 30e. Et c'est au 70e qu'on demande de venir apporter de l'aide au 30e. Je demande donc à présent qu'on juge non pas d'après les caricatures, mais d'après les faits qui sont posés et les propositions qui sont réellement exposées. Si je me trompe, qu'on me montre en quoi, plutôt qu'on m'injurie. Et ainsi, mes adversaires ont, c'est le jeu, répandu dans le public des idées dont je suis obligé, ici, là, d'avoir à me défendre. Je remercie l'orateur du ton précis et détaché qui me permet de faire à mon tour une réponse précise et détachée sur ces points dont vous sentez chacun quelle importance il a. Donc, comme des Lumières, essayant d'en être digne, je porte un diagnostic. Le monde est entré dans la saison des tempêtes. J'ai utilisé un vers de Shakespeare qui a servi de titre à William Faulkner et peut-être ai-je surestimé les talents de ceux qui allaient me critiquer. Ce vers dit que le monde est un chaos de bruit et de fureur raconté par un idiot. Comme d'habitude, lorsque le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Et j'ai dit, plutôt que de vous préoccuper du récit de l'idiot, c'est celui que vous entendez, préoccupez-vous de savoir en quoi consiste le bruit et la fureur de notre temps. Je suis le bruit et la fureur de ce temps, et je dis d'une manière un peu présomptueuse. Oui, je veux incarner cet immense ébranlement qui vient des peuples contre les puissants et l'ordre établi. C'est le choix de toute une vie, qui bien sûr comporte ses parts d'ombre, ses parts de lumière, ses tâtonnements, ses erreurs et ses retours sur soi, mais qui s'est efforcé d'y rester fidèle sans cesse, quel qu'ait été le contexte dans lequel je me suis trouvé. Et j'ai eu la chance d'être placé le plus souvent dans des contextes favorables. Oui, je suis un homme qui vient du mouvement socialiste traditionnel. J'ai aimé en être membre. Je l'ai été pendant 32 ans et je ne renie pas plus mes camaraderies, mes amitiés, mes enthousiasmes d'alors que je ne renierai jamais l'élan de ma jeunesse qui me fit trotskiste. Résistant dès la première heure aux folies du stalinisme, du maoïsme, les emportements pro-communistes, les enthousiasmes pro-polpotiens de ceux qui aujourd'hui prétendent me donner des leçons en matière de liberté et de respect de la liberté de conscience. Le monde est entré dans un moment de bruit et de fureur. La France y paraît forte de ses principes et de son histoire. Elle a une contribution singulière qu'elle peut apporter en réponse à cette situation. La première d'entre elles est l'idée républicaine elle-même. La République n'est pas un régime neutre en France. Elle est un régime qui a un contenu politique qui a été en quelque sorte revisité et refondé par l'écologie politique, qui dorénavant établit que puisqu'il n'y a qu'un seul écosystème humain qui rend possible la vie humaine, alors il n'y a qu'une seule espèce humaine. Alors il y a un intérêt général humain. Alors nous ne pouvons l'approcher que par tâtonnement, c'est-à-dire par la discussion et les lumières, donc par la démocratie. Et pas seulement en disant ce que chacun d'entre nous croit bon pour lui-même, mais du fait même de cette appartenance à un écosystème commun menacé, doit dire ce qui est bon pour tous. Et cette invention extraordinaire de la citoyenneté républicaine, nous devons la proposer en partage au monde dans toutes ses conséquences et dans toute sa dimension, sans en rabattre jamais. Ce n'est pas un grand orgueil pour la France que ses représentants n'aient jamais une seule fois osé proposer que ce soit à la Convention sur la Constitution européenne, ni depuis une seule fois la laïcité comme principe unificateur des peuples européens. M'entend-on? Pas une seule fois la proposition n'a été faite, et on s'étonne après qu'elle n'ait pas été entendue. Et ainsi de suite pour main de nos principes. Pour autant, je ne pratique pas l'idée d'un peuple français qui serait élu parmi les peuples. Mais m'appuyant sur cette longue histoire, j'en viens aux propositions de mon temps. Je les résume car j'épuise mon temps de parole à cet instant. Je porte un programme qui est déjà dépassé, qui tient en 5 points. Globalement, il pourra en tenir qu'en un seul.
Je souhaite pour ma patrie républicaine une révolution citoyenne, une nouvelle révolution française, dont les objectifs seraient les suivants. Premièrement, refonder la République elle-même et par là même la nation, car en France, c'est la République qui fonde la nation et non la nation qui fonde la République. Une sixième République, amenée par une constituante, où ne siégeraient que des gens qui n'ont pas déjà été élus dans une assemblée et qui ne seraient pas éligibles ensuite, qui aurait pour objectif des institutions réellement démocratiques et non la monarchie quinquennale que nous connaissons aujourd'hui. Ensuite, une règle du partage des richesses, règle radicale qui ramènerait au bien commun les 195 milliards qui ont été pris par le capital sur le travail au cours des 25 dernières années. Enfin, qui établirait une planification écologique proposant à tous les Français un horizon commun de développement et de progrès humain, s'appuyant sur d'autres normes et d'autres indices que j'appelle indices de progrès humain que ceux qui aujourd'hui sont limités au seul PIB. Bien sûr, pour faire tout cela, la France doit appeler les peuples à rompre avec le traité de Lisbonne dont ils sont en train de périr à petit feu du fait des politiques d'austérité qu'ils déclenchent dans l'ensemble du vieux continent. Et puis, il lui faudra aussi se montrer à la hauteur des tâches de paix que notre temps appelle. Car la paix n'est pas un état de nature, c'est une construction politique, et cette construction politique est mise en cause par les tensions que le règne du libre-échange et de la concurrence libre et non faussée ont déchaînées sur le monde et sur le vieux continent. N'aurais-je qu'un seul message à transmettre ce soir? C'est à la fois celui de l'inquiétude à l'égard de ces tensions qui montent et qui ravivent aux vieilles cicatrices les vieilles plaies entre les nations. L'insupportable dictature des marchés, plus forte que les référendums populaires, s'imposant aux nations à qui il est demandé des comptes avant même qu'ils les aient présentés devant leurs députés, est une situation intolérable. La chancelière allemande décrétant qu'il faut surveiller chaque jour les Grecs, le président de la République française convoquant les premiers ministres de deux pays pour leur faire la leçon, sont des situations intolérables qui ne seront pas tolérées par les peuples. Et enfin, ce sera mon dernier mot, c'est celui de l'optimisme. La France est une grande puissance, c'est un grand pays, jeune, ardent, qui par sa culture profonde peut irriguer ce nouveau courant de révolution que je vois se lever et qui porte des visages si différents, que ce soit en Amérique du Sud, de l'autre côté de la Méditerranée ou sur toutes les places du monde avec les indignés. J'ai dit ce que j'avais à dire. Merci, monsieur. Vous pouvez rester au lutrin.